Bonjour et bienvenue à votre émission Qu'en pensez-vous? Une émission d'actualité où on décortique l'actualité, ce qui se passe dans l'actualité, on en parle, on en jase, on l'analyse. Cette semaine, on va surtout parler des élections, encore, mais probablement pour la dernière fois parce que les résultats sont sortis. On a eu la fin de la campagne électorale hier avec le vote du 19 octobre. Et avec moi pour en parler, éditorialiste au Nouvel Hebdo et journaliste aguerri et homme à tout faire, M. Jules Simard. Bonjour, M. Salut, ça va? Ça va bien, toi? Ah oui, on a passé une bonne nuit. Oui, c'est couché tard. Moi, je me suis couché à 2 heures. Là. On animait une soirée électorale au Coureur des Bois d'Olbeau-Mistassini. Puis les gens qui étaient là, ça participait. C'est très, très intéressant de vivre ça en groupe aussi. Hein. Oui. Plus que tout seul chez vous, des fois, tu as le goût de parler. Puis là, tu peux pas, là, tout le monde discutait. Puis il y a plein d'arguments ou d'éléments qui sont sortis très intéressants. Ouais. Ah, c'est le fun, ça. Toi, tu as suivi ça Ça a chez toi? été chez moi, et après le discours de M. Harper, je suis allé voir les bras de Morphée. Ah bon, tu as ranké le discours fleuve de M. Trudeau. Je Eh vais oui, revenir tu m'en as tantôt parce reparlé, que hein? j'ai trouvé... il y a une chose qui m'a surpris, là, c'est un discours à l'ancienne, là, sans téléscripteur, sans lecture. Là, vraiment, ça m'a étonné, surtout qu'il était quand même assez long. Là-dessus, on va se lancer tout de suite. On va parler, bon, pas uniquement d'élections, mais beaucoup. On va parler des élections fédérales. Donc, victoire du Parti libéral de Justin Trudeau, majoritaire. Majoritaire, la surprise était là aussi. Hein? On pense, je pense que les derniers jours de la campagne nous indiquaient qu'effectivement, on se ramasserait avec fort probablement un gouvernement libéral, mais de là, le dire qu'il était majoritaire parce qu'il y avait tellement de comtés qui s'étaient serrés, puis il y avait même des luttes à trois dans plusieurs comtés. Ouais. Donc, on se disait, peut-être qu'ils vont passer, mais peut-être pas majoritaire. Puis à un moment donné, dans le cours de la soirée, quand tu voyais monter pas les candidats, mais les résultats pour le Parti libéral, tu te dis, pour moi, on se ramasse dans le gouvernement. D'ailleurs, Radio-Canada l'a annoncé assez tard, hein? Oui. La fameuse phrase là, sur le meilleur gouvernement majoritaire. Oui, il a annoncé un gouvernement libéral. Oui, ça, il l'avait annoncé avant, mais c'est un peu ce qu'on pensait tous, là. Mais penses-tu même que Justin Trudeau, lui, là, je pense qu'il ne devait même pas s'attendre à se rendre à majoritaire. Penses-tu qu'il espérait, je pense, dans ses plus grands rêves? Oui, je pense que oui. Là, il voulait avoir, je veux dire, comme chef d'un parti, tu veux avoir la majorité parce que ça te permet de pouvoir mettre de l'avant ce que tu veux mettre de l'avant avec les coups des franges, comme on dit. Parce que tu bénéficies naturellement de la majorité en chambre. Les deux mains sur le volant. C'est ça, oui. On a déjà entendu ça. Non, je pense qu'il le voulait, il le souhaitait. Est-ce qu'il pensait qu'il l'aurait? Il l'a pas eu quand même relativement facile. OK, c'est 180 quelques. 184? Oui, j'ai une dizaine de comtés en surplus là, 14, de la majorité là, que ça te prenait. Donc, mais il l'a. Et c'est à voir de quelle façon maintenant il va l'articuler. Oui. Il y a quelqu'un hier qui me disait, c'est intéressant. En tout cas, parce que Justin Trudeau, dans les sondages, au début de la campagne, on se rappellera, il était loin, mais c'est le seul qui était en progression constante. Oui. Il gagnait 1 à peu près les semaines. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il y a quelqu'un hier qui me disait, on a l'impression que le Parti libéral a doublé les néo-démocrates, mais par sa gauche, tu sais, qui s'est montré plus à gauche que les néo-démocrates, puis c'est là où il s'est allé chercher. Puis aussi un discours, j'ai l'impression, plus rassembleur, plus positif, mais aussi qui allait... je perds mon idée, là, mais franc, en disant, on va faire des déficits, on va faire ci, comme sur le NICAB, ça l'a moins affecté parce que lui, on la connaissait déjà, sa position, fait que on dirait que ça l'a aidé, tout ça. Exact. Je faisais une entrevue avec le maire de Roberval ce matin et je pense qu'il a trouvé une phrase intéressante. Pour lui, là, il dit, cette élection-là, il dit, les gens, la population a décidé de changer de génération en ce qui regarde ses dirigeants. Oh. Et si tu regardes les candidats et les candidates qu'il y avait du Parti libéral, c'est effectivement
il y a beaucoup de jeunes. La vieille garde là, sur laquelle on a eu là, les problèmes des commandites puis tout ça. Ouais, il en reste un ou deux. Il reste Stéphane Dion, Marc Garneau. Il en reste quelques-uns, mais puis en plus, ils avaient, entre guillemets, les mains un petit peu plus blanches que d'autres candidats là-dessus. Or, il y a un élément, je pense, de vrai dans tout ça. Les gens ont fort probablement décidé de dire, écoute, on change de génération de dirigeants, et il y avait. Parce qu'on aurait pu faire la même affaire, fort probablement, avec les néo-démocrates. Parce que je pense que les gens pendant toute la campagne électorale, se sont orientés, je vais-tu être pour les libéraux ou je vais-tu être pour le... Pour ceux qui voulaient le changement. Oui, puis en fait, beaucoup le voulaient, mais on s'en rend compte de par les résultats. Et j'irais même jusqu'à dire, moi en tout cas, quelqu'un qui ne m'a pas impressionné dans cette campagne électorale-là, ça a été Harper. On va y revenir. On dirait qu'il était... écoutez, je le sais, là, qu'elle a repris un 4e mandat, c'est dur, comme premier ministre, comme gouvernement, puis je le sais que probablement, vous me lirez peut-être. J'ai eu l'impression qu'il y avait ce discours-là. Oui, qu'il y avait un peu ce discours-là dans la campagne électorale, et je prenais un analyste qui disait que, tu sais, son cliquage d'argent, là, pour dire, voilà ce que ça va coûter, là, les libéraux. Et ce jeu de scène-là, c'était peut-être un peu prendre les électeurs pour des enfants, et au lieu de les prendre, faire appel à leur intelligence pour faire comprendre le phénomène. Tu n'avais pas besoin nécessairement de cette mise en scène-là. C'est des choses comme ça, je pense, qui ont fait en sorte que, oui, il n'était pas dans le dessein des électeurs. Le dessein des électeurs, c'était de dire, oui, on veut un changement, mais on ne veut pas nécessairement n'importe lequel changement. Et on ne veut peut-être pas un changement risqué que pouvait représenter, même s'il avait promis qu'il ne ferait pas de déficit, que pouvaient représenter les politiques, entre guillemets, un peu plus à gauche du NPD. Et, en fait, tu le disais tout à l'heure, peut-être qu'il a été devancé même au niveau de ce discours. Parce que les libéraux se sont montrés très rassembleurs, très à gauche. Là, légalisation de la marijuana, après ça, les communautés culturelles. Les déficits. Les déficits, c'est... Puis toi, moi, j'étais encore jeune là, lorsque Trudeau père était... Maintenant, on peut dire ça, Trudeau père était premier ministre. Est-ce que tu vois des ressemblances dans la manière de mener les campagnes, dans le charisme de père en fils, ou on sent vraiment que c'est, comme tu dis, une autre génération, on est passé à d'autres choses? Oui, moi, je pense que ce n'était pas les grands... Trudeau avait un charisme. Les gens étaient... Je me souviens de la fameuse Trudeau-manie. Tu sais, je veux dire, le gars, il arrivait, puis il venait de faire... Il avait été ministre, puis il avait, entre guillemets, dit on n'a pas besoin d'aller dans la chambre à coucher des gens. Donc, ça permettait un peu... ça libéralisait pas, mais ça permettait d'accepter davantage l'homosexualité, qui était, dans le temps, un dossier. Alors, c'est lui qui avait permis de faire... Malgré tout ça, le gars se présente. On courait après lui. Je me souviens d'une image à Saint-Félicien. Il était venu en hélicoptère à Saint-Félicien. Il a débarqué de l'hélicoptère dans la cour de l'église à Saint-Félicien. C'était noir de monde pour voir arriver. On ne va pas comparer la Trudeau-manie. Non, c'est ça. Et après, il avait toujours cet enthousiasme-là, et il n'y avait pas il y avait un discours où est-ce que tu ne t'attendais pas nécessairement à ce qu'il répondrait ou à ce qu'il amenait. Et mais le franc-parler aussi. Oui, il l'avait aussi. Il y avait, par ailleurs, le franc-parler du temps n'est pas considéré comme aujourd'hui. Non. Il y a des choses qui se disent. Moi, je ne vois pas... je ne pense pas que Justin Trudeau ait le même type de charisme que son père, en fait, à ce niveau-là. Par contre, c'est un leader qui, de par son discours, de par le ton de son discours, réussit à amener les gens autour de lui, à se rassembler et à vouloir travailler
ensemble. Parce que moi, je reviens à son discours d'hier, là, mais il a tendu la main à tout le monde, autant aux conservateurs, aux bloquistes, aux néo-démocrates. Et surtout, ce qui m'a épaté, parce que d'habitude, les politiciens sont là, ils lisent leur discours, ils vont chercher, mais il a fait vraiment un discours fleuve sans notes. Je sais pas s'il l'avait appris par cœur, mais en tout cas, moi, je l'ai trouvé bon là-dessus. Bon, c'était à devenir redondant, mais comme tout discours de politicien. Oui, à un moment donné. Ouais. Globalement, on n'a pas eu une campagne électorale enlevante. Par contre, ce qu'on a pu voir, c'est cette avancée du Parti libéral où ce que les gens se disaient, on a oublié les commandites. Oui, on est passé à d'autres choses. On a oublié et on s'est dit, on fait confiance. Puis c'est pour ça que je te dis que la déclaration du maire de Roberval m'apparaît le fun. Puis il y a peut-être raison aussi. Oui, pourquoi c'est qu'on ne ferait pas appel à une nouvelle génération de dirigeants? Peut-être qu'ils vont avoir des visions puis des façons de faire différentes. Pourquoi on vote pas? C'est peut-être qu'ils vont être obligés de faire le Parti conservateur, un peu s'éloigner Parce qu'on arrive aux conservateurs qui perdent le pouvoir. M. Harper s'en va. Non, mais oui, il semblerait-il. Il n'a pas dit dans son discours, par exemple. Mais non, il a envoyé un communiqué de presse. Ouais. Écoute, le roi de la communication jusqu'à la fin, Stephen Harper. Moi, je trouve ce qui l'a probablement pas aidé, c'est... Bon, là, on sait qu'il partait de loin. Là, il y avait quand même une grogne populaire. Mais beaucoup, je dirais, un discours quasiment de haine. Là, tout hyper négatif. C'était beaucoup, on tape sur les autres, publicité négative. Oui. Ça, je suis pas sûr que ça leur a porté fruit, effectivement, la publicité négative. Ça ne... Parce qu'ils sont allés loin, là, dans la publicité négative. C'est ça. Aux États-Unis, ça fonctionne assez bien. À voir, là, quand on a vu la pub de Justin Trudeau avec les bordels et les piqueries, là, Exact. Tu sais, je veux dire, il y a de la caricature, et de l'information. Parce que ce genre de publicité négative-là pourrait convaincre qui? Les gens qui étaient probablement déjà convaincus de voter conservateur, là. Je veux dire, on n'est pas allé chercher le vote libéral puis néo-démocrate avec ce genre de publicité. Non, moi, je ne pense pas. Et les gens qui étaient pour les conservateurs, on l'a démontré, là, ils sont restés conservateurs. Et pour pouvoir être en mesure de faire élire et des libéraux ou du NPD, les autres, c'est le fameux vote qui, lui, est un petit peu plus malléable, qui s'est ramassé, là, cette fois-là, non pas du côté du NPD. Et le Québec qui vote pour la première fois depuis longtemps du côté du pouvoir. Oui. Ça aussi, c'est un changement majeur. En fait, depuis l'arrivée du Bloc, on était souvent dans l'opposition. Que ce soit avec le Bloc, même avec le gouvernement majoritaire conservateur, on était plutôt néo-démocrate. Mais je pense que c'est un vote de changement. Oui. Depuis 2011, là, on voulait changer. Bien, 2011, on voulait changer, mais on a traduit ça par un vote pour les néo-démocrates. Oui. Parce que j'ai l'impression que oui, on veut changer, mais on n'était pas prêt à aller du côté du conservatisme idéologique. Non, ça c'était évident et on voulait changer ce discours-là. On ne se retrouve pas, je pense, nos nouveaux identitaires, on ne se retrouve pas dans le discours hyper conservateur. Les Québécois, on ne se retrouve pas là-dessus. Mais en votant pour NPD, on a voulu, oui, peut-être envoyer un vote de protestation, mais on l'a envoyé assez fort dans le temps, mais là, on lui a retiré notre appui assez rapidement. Puis qu'est-ce qui va se passer pour les conservateurs? Penses-tu qu'ils vont se recentrer un peu? Parce que depuis 10 ans, là, le conservatisme idéologique, c'était de la droite-droite. On n'était pas loin de l'extrême droite là, sur plusieurs débats. Là. Est-ce que tu penses qu'ils vont se recentrer, qu'il va aussi avoir une nouvelle garde qui va arriver? Oui, surtout une nouvelle garde, je pense, qui va arriver. Et il y avait un professeur de sciences politiques qui, dans le temps, nous disait, parce que j'étais un de ses étudiants, qui disait que... il disait, avez-tu remarqué, il dit que quand on parle du Parti conservateur au Canada et au Québec, bon, on n'en parlait pas au Québec, mais on en parle. Il dit, il s'appelle jamais conservateur, progressiste conservateur. Et il dit, c'est à se demander si ce n'est pas être conservateur. Il dit, à bien y penser, on peut-tu être conservateur dans la vie? Tu sais, dire en termes d'idéologie.
Il y a effectivement un vocabulaire ou une notation qui va fort probablement se porter pour dire, bon, ben voilà, oui, nous avons peut-être des idées un petit peu plus traditionnelles que conservatrices, et jusqu'à quel point ces idées à caractère traditionnel-là ont encore cours aujourd'hui et puis qui peuvent en amener, et qui peuvent nous amener à du développement social ou économique. Et c'est dans ce sens-là que je pense qu'ils vont peut-être devoir se réorienter eux-mêmes au niveau du discours. Le conservatisme... Qui va prendre la relève, tu penses? Je sais pas. Honnêtement, je ne le sais pas. Je pensais un peu à ça hier. Je me disais, au Québec, y a-t-il un Maxime Bernier qui ne voudra pas s'envoyer? Je pense que oui. OK? Denis Lebel? Non. Non, je pense que Denis Lebel, il est allé et il a su représenter. Au départ, je pense que Denis Lebel a toujours voulu être le représentant des gens de sa circonscription. C'est d'ailleurs ce qui l'a fait gagner. Oui. OK? Au départ. OK? Il a eu la possibilité d'avoir des postes de ministre et je pense qu'il les a accomplis avec honnêteté. OK? Ça n'a pas été un révolutionnaire sur les choses. Il portait l'idéologie conservatrice aussi. Mais oui, ça là-dessus, je veux dire, la cassette, il la connaissait bien. Oui. Okay? Bon, il l'a amené, puis il l'a piloté Mais il reste quand même que, comme individu, on reconnaissait effectivement des qualités c'était un diplomate, fondamentalement. Oui. OK, c'est peut-être plus vers la diplomatie qui va peut-être le recycler. En tout cas, on va revenir de toute façon à Denis Lebel. Okay. Là, mais j'allais voir, puis il y a même eu la rumeur, là, retour de Jean Charest. Je ne sais pas si tu as vu passer ça. Mais je ne pense pas non plus. Mais... Non. Ça, je ne pense pas. Mais il y a peut-être, là, il y avait un jeune, je n'ai pas en tête, pas Baird. Oui, tu sais, il a d'ailleurs été interviewé hier soir, je n'ai malheureusement plus son nom en tête, mais qui, lui, pourrait peut-être être effectivement être un candidat qui n'est pas de la droite, pardon, j'allais dire de la gauche, qui n'est pas nécessairement de la droite extrême, qui est peut-être un petit peu plus centriste au niveau de son discours. Un peu comme Mulroney pouvait l'être à l'époque. Oui, OK. Et en tout cas, il m'apparaît, mais malheureusement, je n'ai pas... Je n'ai plus son nom en tête. NPD, avec des confitures solides. Là. Au début de la campagne, on les mettait à 47-49 % des intentions de vote. Ils se retrouvent avec, 44 députés. Ils se sont fait sortir des maritimes, de plein d'endroits. Moi, je pense que c'est là où Justin Trudeau a réussi à aller chercher sa majorité. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour les néo-démocrates? Et est-ce que, même si Thomas Mulcair veut rester, est-ce que les néo-démocrates veulent le garder? Oui, ça, je pense que la question va fort probablement se poser. Par contre... Parce qu'il a recentré le parti beaucoup. C'est ça qui l'a, selon moi, tué. En fait, c'est ça qui est arrivé. Ce qui est arrivé, c'est qu'on était habitué à un discours du NPD qui était un peu plus social-démocrate et un peu plus à gauche. Il l'a recentré en prenant le discours que les libéraux avaient. Je te parle des vieux libéraux. Avaient. Et il l'a amené là-dessus. Donc, les gens se sont dit, non, écoute, ça, on n'en voulait plus non plus. Fait qu'il a perdu, il n'a pas réussi à séduire le centre mou, puis il a perdu sa base, certains de sa base. Oui, ça, il en a perdu, mais il reste en même garde. Il reste avec 35 députés, je pense, 34 ou 35 44 au chiffre. 44, tu vois, c'est un petit peu plus que les fameux 35 qu'ils étaient habitués d'avoir à l'échelle... à l'époque d'Ed Broadbent. Et jusqu'à Jack Layton, jusqu'à l'élection de 2011, c'était ça, 30-35 députés que l'on avait des néo-démocrates. Il a pu aller au moins maintenir cette base-là. Et ça, je pense que c'est l'électorat néo-démocrate.
Parce qu'il n'a clairement pas incarné le changement qu'il promettait. Parce qu'il s'est fait voler ce rôle-là par Justin Trudeau. Oui, puis qu'il l'a... Et ça peut être aussi le fait que Justin Trudeau est plus jeune. Oui. Est-ce que le changement, ça l'élément du changement, moi, oui, je pense en termes d'image. Thomas Mulcair, ça fait quand même longtemps qu'il est dans le paysage politique. Oui, quelques décennies qui est au niveau, pas comme chef du NPD, mais au niveau libéral, qui travaille, c'est ça, qui est dans le domaine de la politique. Et c'est là-dessus, je pense. En fait, il a voulu centrer le discours NPD sur les anciennes politiques. Il voulait essayer de plaire à tout le monde. Finalement, il a déplu à plusieurs, j'ai l'impression. C'est ça. On sentait peut-être un manque pas d'honnêteté, mais de franchise au niveau. On avait peut-être des inquiétudes sur les gens qui font partie de la députation. OK? On se disait, on est-tu capable d'avoir des ministres? On est peut-être capable d'avoir un premier ministre, mais c'est qui va être... tu sais, t'avais pas personne qui ressortait comme étant un deuxième ou un leader adjoint. Ça avait plus de difficultés à faire ressortir. Tu me diras que peut-être les analyses n'avaient pas été faites non plus, outre mesure là-dessus, donc on avait peut-être moins d'informations. Mais je pense que c'est ça, les gens se sont peut-être dit, on a-tu suffisamment confiance en une équipe néo-démocrate pour gouverner le Canada. Je pense que c'est aussi entré en ligne de compte là-dessus. Tandis que Justin Trudeau, même s'il était jeune, on se disait, il y a quand même dans la machine libérale des gens qui ont déjà exercé le pouvoir, donc qui sont capables de le conseiller et d'être en mesure de pouvoir qu'on pense juste, entre autres, à Stéphane Dion, qui n'est pas le gars le plus charismatique, mais c'est tout qu'un cerveau politique. Exact. Ça, c'est clair. Exact. OK. Et Gilles Duceppe et le Bloc québécois. Donc, écoute, on est passé de 2 à 10 députés. Je pense que l'objectif, c'était 12 parce qu'eux, à 12, ils étaient reconnus comme parti officiel, donc des budgets de recherche, etc., ce qu'ils n'auront pas. Gilles Duceppe qui s'est fait battre aussi dans sa circonscription, qui a fait un discours intéressant, mais qui semblait, je sais pas, il avait pas l'air tant déçu de pas l'avoir regardé. Ouais, que je pense qu'il avait l'air fatigué, puis peut-être que pour lui, il a remonté le bloc, puis ça va être peut-être le temps de passer le flambeau. Il va fort probablement. Il va passer quel flambeau? Oui, non, mais c'est ça. Moi, c'est ça que je me dis, c'est que... Parce que le Bloc peut avoir une certaine utilité quand il détient la balance du pouvoir d'un gouvernement minoritaire. C'est ça, qu'il aurait pu avoir, mais son influence à ce moment-là est plus grande. Mais là, actuellement, je veux dire, tu as aussi 10 députés conservateurs au Québec, si mes fidèles. Et donc, le poids dans l'opposition officielle est peut-être plus grande que dans pas d'opposition pantoute, là, sur la défense des intérêts du Québec. Moi, je pense que c'est la fin de ce parti-là. Mais en même temps, moi, je pensais que c'était la fin au début de la campagne, puis il a quand même réussi à faire élire 10 députés. Oui, maintenant là-dessus, tu as il y a eu des circonstances là-dessus qui ont pu permettre de le faire. Mais je ne pense pas que ce soit le discours. Il y a eu un vote de protestation contre les conservateurs. Ça, on ne se disait pas prêt à voter dans certaines circonscriptions libérales. OK? Ni même NPD. Et on se disait, bon, ben. Des fois, c'est la force du donc, on a voté. Place, exact. On a voté pour le Bloc à ce moment-là. Et il y avait aussi l'élément du vote stratégique qui avait permis de faire en sorte que dans certaines circonscriptions, pas comme dans le vote dans Manicouagan, OK, où le Bloc a passé, il y a eu un vote où là, le vote stratégique a fort probablement plus fonctionné qu'ailleurs. Donc, ça a permis d'avoir une force à cette candidate-là qui a pu passer. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire, les 10 députés bloquistes en Chambre? Aller s'asseoir et avoir, à un moment donné, la possibilité de poser une question. Je pense que moi, le travail à ce moment-là du député va être beaucoup plus d'être et sur le terrain et d'être auprès de l'appareil administratif
pour faire cheminer les dossiers. Et faire cheminer les dossiers, qu'un rôle politique plus fort et plus grand. Il y a sur certains dossiers qui peuvent être... ils peuvent arriver puis faire valoir là une opinion unanime québécoise, disons, qui est du Québec, encore plus fort, par exemple, que des députés au niveau de l'opposition qui auraient un conservateur qui aurait une préoccupation peut-être plus canadienne que québécoise. Ouais. Or, là, oui, il pourrait y avoir certaines questions, mais ils n'ont pas de reconnaissance ça va être difficile. pour être capable de pouvoir l'amener à la Chambre des communes. Oui, puis c'est ça. Puis, je veux dire, là, l'objectif de la prochaine élection est encore loin, fait que ça va être difficile de... En tout cas... Alors, moi, je pense, je ne pense pas que M. Duceppe va rester. Ouais. OK, maintenant, on va revenir dans la région. Oui. Denis Lebel dans Lac-Saint-Jean. Ouais. Écoute, il y a eu chaud. Oui. Il y a eu chaud. À un moment donné, en tout cas, je voyais ça monter, puis Gilles Dallaire le dépassait, il revenait. Ça a pris du temps, je pense, 11h30 qu'ils ont pu dire, officialiser sa victoire. M. Lebel a beaucoup martelé qu'un député au pouvoir, c'était bon, etc. Là, il se retrouve dans le rôle ingrat d'être un député dans l'opposition. Mais moi, je crois sincèrement que c'est là qu'on va voir la force d'un député. C'est là qu'on voit la force d'un député, parce que quand tu es au pouvoir, c'est plus facile d'avoir accès à tout, tandis que là, le travail est plus complexe. Penses-tu que Denis Lebel va être capable d'être aussi performant, même dans l'opposition? Oui, moi, je pense que oui. Là-dessus... Parce que c'est un travail, pour rôle de député, comme rôle de député, d'ailleurs, il l'a été pendant, il ne faut pas oublier que ça va faire tout près de 10 ans, lui, ici, là, qu'il est... Mais il n'a jamais été dans l'opposition, là. Non, mais qui est quand même député, là. Oui. Ça lui a permis d'avoir quand même une connaissance des rouages, tant administratifs que politiques, mais plus particulièrement administratifs. Donc, d'être en mesure de pouvoir aider à faire piloter des dossiers auprès de l'appareil administratif. Je pense que ça, il va avoir une facilité pour le faire et il va le faire. Ça, là-dessus, on n'a pas à s'inquiéter. Par contre, il ne faut pas oublier, hein, pourquoi est-ce que c'est qu'on l'a réélu? Parce qu'il était conservateur. Ouais. Je pense, moi, que son élection est plus que parce qu'il était candidat du Parti conservateur. Il y a eu un vote de Denis Lebel. Oui. OK? Et c'est ce vote-là qui lui a permis de Donc, le vote stratégique des centrales syndicales n'a pas fonctionné. A fonctionné, je pense, parce que pour que la deuxième personne, ça aurait pu être le Bloc, OK, qui aurait pu être le deuxième. Ça a été la candidate néo-démocrate parce que, oui, je pense qu'il a joué un peu ce vote stratégique-là, mais ça n'a pas été significatif. Ça a permis d'avoir un taux de vote pour la candidate néo-démocrate un peu plus élevé. Je pense que s'il n'y avait pas eu redessinage non plus de la circonscription, parce que là, l'ajout d'Alma, qui est quand même historiquement très tous les autres candidats étaient de ce coin-là. Qui étaient de ce coin-là, ça ne l'a pas aidé. Je pense que si on avait l'ancienne circonscription, il aurait passé probablement plus facilement. Ah oui, je pense que oui. Et si ma mémoire m'est fidèle, je voulais regarder avant de faire l'émission, ça n'a pas donné, mais je pense que sa majorité est plus élevée que 2 millions. OK. Il faudrait vérifier ça, là, mais je pense. Puis, est-ce que on a essayé de trouver, entre autres, le par ville, mais donc, clairement, probablement qu'Alma a voté moins pour Denis Lebel que Robert Val. Ben, il y avait... C'est parce que tu sais, on va dire, comme on dit, là... tu prends la famille d'un, puis tu prends la famille de l'autre. Si ta famille, elle demeure dans le coin, tu sais, il va dire ça va être plus facile là, d'aller chercher des votes au départ, parce que à moins que tu haïsses ton frère, ta sœur, tu sais, je veux dire, tu vas quand même voter, tu vas avoir un vote personnel avant d'avoir un vote idéologique ou pour un parti. Et ça, je pense que compte tenu du fait qu'il y avait quand même 3 candidats qui étaient du secteur d'Alma, ça l'a permis, eux autres, d'aller drainer cette partie de vote-là. Et il en restait pour Denis Lebel. La preuve y est passée. Ouais. Mais il a fait quand même fort probablement le plein ailleurs. Mais il y a un autre élément aussi qui est entré en ligne de compte. Et ça, on va le voir par l'analyse, fort probablement, des votes par municipalité. Dans la dernière semaine de campagne électorale, lorsqu'on a voté
pas voté, mais lorsqu'on a accepté le principe du partenariat transpacifique et que les agriculteurs se sont un peu sentis... oui, ils sont allés voter en tracteur exact, hier. Exact, tu comprends? Je pense que là, il y a peut-être... un gros symbole aussi. Il y a peut-être un vote là aussi qui a atténué. Un peu partout dans le comté, mais peut-être dans les coins un petit peu plus, où on retrouve un petit peu plus la clientèle de l'électorat agricole, des agriculteurs. Bien, on peut avoir eu aussi un effet, mais ça, on va le voir avec l'analyse des votes par municipalité. Parce que ce qui était quand même, presque 3000 voix, 2500. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je te dis, il me semble qu'il n'y avait pas tant que ça. En tout cas. À l'élection de 2011, mais là, je te donne ça de mémoire. Il reste que 3000 voix de majorité, là, c'est respectable. Oui, mais c'est parce que pendant une partie de la soirée, ça s'est changé, des avances exact, de 20, exact, de 100 voix, exact. C'est correct. Passons dans la circonscription Denis Lemieux, dans Chicoutimi-Le-Fjord, donc un libéral. Qui a battu Danny Morin, encore là par 500 voix à peu près, là, c'est un peu plus que 500 voix, donc relativement serré. Qu'est-ce qui a pu faire la différence? Parce que Danny Morin, c'est un gars qui était quand même beaucoup sur le terrain, qu'on voyait beaucoup, qui a pris position. Je pense véritablement que dans Chicoutimi-Le-Fjord, on a voté selon la tendance nationale, qui était de dire, bon, ben oui. Il a quand même amené, si ma mémoire m'est fidèle, des préoccupations, des dossiers à caractère un peu plus local, lors de la campagne, des engagements qu'on n'a pas eu ailleurs, mais que là, on a eu, entre autres, sur un projet, je ne me souviens pas lequel, mais un projet en particulier. Donc, ça peut avoir joué cet élément-là dans la campagne électorale, mais je pense beaucoup plus que c'est, à un moment donné, on avait le choix de se dire, bon, ben est-ce qu'on vote libéral ou est-ce qu'on vote... On ne votait pas conservateur. Non, mais je comprends. Mais écoute, là, on va laisser la chasse au coureur, mais je trouvais que Danny Morin a fait une belle job. Oui. Fait que je sais pas. Est-ce que tu penses qu'il est ministrable, Denis Lemieux? Ça, c'est la grosse question que tout le monde se pose, là. Moi, ce qu'on m'a dit ce matin par des personnes un peu plus proches là, du Parti libéral fédéral, peut-être. On va peut-être lui donner une responsabilité, pas tout à fait ministère, mais on va lui donner une responsabilité naturellement comme représentant dans la région, un peu plus auprès du gouvernement. Maintenant, de là, aller dire que ça pourrait être un ministre. Non, mais moi, je pose des questions. Parce que moi, dans ma tête... moi, c'est ce qu'on m'a dit, là. Oui. C'est correct. Ensuite, circonscription Jonquière, Karine Trudel qui bat Marc Peterson écoute, 400 voix à peu près. Marc Peterson, je ne veux pas rire, mais il s'est présenté à beaucoup d'élections. On dirait qu'il est souvent battu. Là. On dirait qu'il y a de quoi qui ne marche pas dans ça. Mais encore là, c'était très serré. Karine Trudel, néo-démocrate. Moi, c'est peut-être... Je connais moins, en fait, là, les candidats. Ben, Marc Peterson, on le connaît beaucoup. Mais je pense que s'il y a une place où le vote stratégique semble avoir peut-être joué, c'est peut-être là. OK? Plus que même le tir que dans Robertval. OK? Je pense que là, il peut avoir joué et on s'était dit, oui, tout sauf les conservateurs. Et entre le Bloc et le NPD, bien, on s'était dit, compte tenu du fait que le NPD a eu, pendant la grande majorité de la campagne, une certaine avance, on pensait qu'il... Je pense que c'est ce qui explique le vote, là. Je pense beaucoup plus là, que ce vote-là. Est-ce que tu as l'impression que ça nous fait perdre... Parce que là, on a 3 circonscriptions dans la région. Oui. Une aux conservateurs, une aux néo-démocrates, une aux libéraux. Est-ce que ça affaiblit pas notre pouvoir régional, ça? Moi, je ne suis pas partisan de ce type d'analyse-là. Parce que, tu sais, en tout cas, moi, je me rappelle l'image quand on avait eu 5 députés péquistes dans la région. Là, ça montrait... est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Mais je veux dire... C'est ça. Moi, c'est drôle, hein? Parce que on a l'image, dans la région, là, on a l'image de ce qu'a été, 1, la campagne électorale, et 2, de ce que devra être ce gouvernement-là. Mm-hmm. C'est un gouvernement qui se devra de tenir compte des demandes qui originent de toutes les strates de la population et
nous, on a le multicolore et fort probablement qu'il va falloir qu'effectivement ce gouvernement-là respecte l'ensemble de toutes ces idées-là, y compris une gestion serrée telle que préconisée par les conservateurs, une gestion un peu démocrate, social-démocrate, puis l'autre, celle de Trudeau, qui a été mise de l'avant. Je pense que c'est ce qu'on a plus. En termes de pouvoir régional, on a 3 personnes on a accès à toutes les parties, qui ont été élues et qui peuvent faire valoir dans les instances soit des dossiers ou des considérations à caractère régional. Je pense qu'on les a toutes les 3. Oui, mais tant mieux. Moi, je pense plus que c'est ça qu'il faut regarder. J'ai énormément de misère, tu sais, quand on me dit « Ah, regarde, on a 5 péquistes, effectivement, tu vas voir qu'on va ramasser la manne. » Moi, j'ai énormément de misère avec ça. C'est comme j'ai de la misère avec le dossier de dire « Ben, écoutez, là, si vous votez pour moi, vous allez voter pour quelqu'un qui est au pouvoir. » Ouais, mais on a voté là, pour quelqu'un là, qui devait... Puis finalement, il ne l'est pas au pouvoir. Okay? Tu sais, je pense qu'il faut faire attention à ce discours-là parce qu'il n'est pas nécessairement vrai. Non, mais c'est sûr qu'on le voit avec Denis Lebel. C'est là, ça. Parce que... C'est ça. Et si tu n'es pas au pouvoir, ça veut-tu dire que tu n'es plus capable de rien faire? Non. Ouais. Parce que tu es quand même le représentant d'une population qui siège sur une instance qui s'appelle la Chambre des communes, dans le cas qui nous préoccupe. Et c'est à ce titre-là, au départ, que tu es là. Et c'est pour défendre les intérêts et pour amener les éléments qui peuvent améliorer le sort de tout le monde. C'est par ton rôle. Oui, mais là, on dit ça là, mais tantôt on parlait des bloquistes, on disait, oui, ils n'auront pas beaucoup de poids, même si... Mais pourtant, ils ont exactement le même rôle de député. Exact. Ils ont ce rôle-là, OK? Ça reste. Ce rôle-là, il est fondamental. Mais de là à aller dire que tu vas faire la sauvegarde de tous les intérêts du Québec. Oui. Non. Là, t'es un. OK? Il faut que, oui, tu te défendes pour être un. OK? Mais c'est ça. De représentation du comté. J'ai bien hâte de voir. Moi, je vais te parler de 2-3 petits sujets aussi par rapport aux élections. Au niveau des sondages. Oui. Parce que là, on a revu un peu ce qu'on avait vu en 2011, où là, tu vois, la tendance allait vers un gouvernement libéral minoritaire. Puis on dirait que là, les gens ont dit, hey là, écoute, les libéraux vont gagner, je veux pas perdre mes élections, je vais aller voter libéral. Est-ce que c'est les gens qui créent les sondages ou c'est les sondages qui créent l'opinion des gens? On dirait que... Mais je pense que le débat va être éternel, moi, là-dessus. Ouais. Par contre, parce qu'on a eu beaucoup, il y a effectivement une influence qui origine de la publication de sondages. Est-ce qu'elle est significative? Je ne le pense pas, mais ça a une influence. Et est-ce que cette influence-là peut faire en sorte que tu es passé... Si tu regardes, tu sais, on a l'élément de regarder aussi le pourcentage du vote obtenu et le nombre de comtés que tu as. Okay? On sait que dans notre système, c'est différent. OK? C'est pas nécessairement parce que tu as eu le plus de votes que tu as nécessairement eu 50 des votes plus. Non, ça veut pas dire que tu as eu la majorité. C'est pour ça que l'analyse, tu sais, quand on regarde, c'est quoi l'influence du sondage, peut-être que sur le fait, je ne sais pas moi, tu l'as un pourcentage ici, 33 pour Denis Lebel. Oui. Okay, ça veut dire qu'il y a 2 tiers de la population qui n'a pas voté pour lui. C'est ça. Et ça, c'est dans les gens qui ont voté. Oui, c'est ça. OK? Et si tu regardes donc, par rapport au nombre de votes exprimés, ça fait en sorte que j'allais effectivement perdu mon idée, mais le pourcentage du vote obtenu ne représente pas nécessairement l'influence que tu veux donner à cette personne. Parce que moi, je trouvais qu'on avait beaucoup de sondages. On était rendu à quasiment 12 sondages par jour. Il y a des démocraties où on interdit la publication de sondages jusqu'à 2 semaines avant le résultat. Est-ce que ça ne serait pas intéressant d'aller vers ça ou... Parce que des fois, on dirait, je sais pas, à un moment donné, c'était la vague, mais là, le néo-démocrate était super haut, puis là, ils ont perdu des points. Là, tout le monde parlait que dans les sondages, ils avaient perdu des points. Fait que les gens qui étaient convaincus ou qui voulaient voter se sont peut-être dit, ah ben là, si mon parti ne veut plus, je vais peut-être changer de parti. Je sais pas. Oui, non,
tu as raison, ça a un élément d'influence, mais est-ce que le sondage aussi ne peut pas être regardé comme étant un outil pour orienter le vote et que c'est démocratique? Ah oui, peut-être. OK, et on peut peut-être là aussi l'analyser. Pour ça, personnellement, on interdit-tu des sondages? Je ne pense pas que ça soit pertinent. OK? Par contre, de là à dire que ça n'a pas d'influence, ça en a une. Oui, ça en a quand même une, mais, OK, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça n'a pas une influence qui va se situer à 33 de l'électorat. Non, ça peut peut-être représenter un 4 ou 5 mais souvent, c'est assez. Là. Tu rajoutes 4 au deuxième, puis il finit premier. C'est lui qui a gagné. Toutes les places. C'est ça. Ça peut avoir cette influence-là. Est-ce que c'est antidémocratique? Je ne le pense pas. Ouais, de toute façon, c'est les mêmes règles pour tout le monde. C'est ça. C'est un plein ça. La proportionnelle, on en a parlé beaucoup, ça fait des années qu'on en parle. On regardait ce matin, Radio-Canada avait sorti que si on représentait le vote comme une proportionnelle, j'explique pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est que si on a un système uninominal à un tour, donc on fait un tour, lui qui a le plus de votes gagne le comté, puis lui qui a le plus de comtés gagne le gouvernement. Parce que sur une proportionnelle, si tu as 10 des votes, tu vas avoir 10 des sièges. Dans une proportionnelle, on aurait un gouvernement minoritaire libéral. Les conservateurs auront un petit peu plus de voix, les néo-libéraux un peu plus de voix, mais c'est surtout Bloc québécois, Parti vert. Là, le Parti vert se ramassera avec 12 sièges là, parce qu'ils ont quand même un pourcentage du vote intéressant. On n'arrivera pas à ça. Non. C'est un projet qui est dans l'air depuis, je pense, 40 ans. Oui, il y avait plusieurs... Parce que les partis, quand c'est des petits partis, tout le monde dit « Hey, il faudrait changer pour la proportionnelle. » Mais là, quand ils deviennent des gros partis, ils le font pas. Mais là, c'est ça, c'est que tu as pu voir. Il y a quand même une réforme, semblerait-il, du mode de scrutin qui devrait être amené par les libéraux. Hein? Oui. C'était dans les plans. C'est ça. Écoute, tu t'en ligne sur mon prochain point. Ça va être quoi les changements dans les 100 prochains jours là, avec les libéraux, tu penses? Là? C'est quoi la priorité? Qu'est-ce qu'on va voir? Moi, je suis certain qu'au niveau international, ça va faire un gros changement. Parce que le Canada son lustre international d'une manière... Oui, je suis d'accord avec toi que fort probablement qu'on nous voit des politiques de la représentation. Et il y a peut-être aussi, entre guillemets, fort probablement, tout le monde s'attend à ce que le ministre de l'Environnement puisse être Stéphane Dion. Je pense qu'on peut peut-être s'attendre à voir, si c'est lui, on pourrait s'attendre à avoir là des orientations assez campées sur la question de l'environnement. Ça peut être un des dossiers, tu sais, dans tout le contexte là, des sables bitumineux et toutes ces choses-là, ça peut devenir là, un enjeu là, assez important sur lequel Surtout que c'est la conférence de Paris au mois de décembre. Exact. Là. Donc, il faut s'attendre, je pense, à avoir là, des changements, premièrement au niveau de la politique, et parmi des préoccupations qui peuvent venir, ça soit les relations internationales, l'environnement, je pense, sont des dossiers sur lesquels on peut s'attendre à ce qu'il y ait des priorités. Ouais. J'ai bien hâte de voir. Autre chose que je voulais parler, c'est régionalement, géographiquement, parce que là, on a vu quelque chose là, hier, là, les maritimes, les 4 provinces maritimes, c'est libéral au 100%. Complet. Donc, ça, je veux dire, c'est une force. Là. Ils ont sorti le NPD de là, des gens comme M. Godin, etc., qui étaient là depuis des années, sont sortis. Le Grand Nord aussi, c'était rouge, rouge, rouge. L'Alberta reste complètement conservateur. Moins 1 ou 2. Là. Je pense. C'est qui les gagnants et les perdants au niveau canadien, en fait, à travers cette élection-là, selon toi? Parce que quand tu regardes les villes, là, Toronto, Montréal, c'est rouge, rouge, rouge. Québec, conservateur. Est-ce que ça peut jouer dans les politiques ou... Tu sais, parce qu'on a souvent vu ça, là, cette opposition-là. Oui, c'est ça. On le fait valoir. Bon, t'as pas voté du bon bord, tu vas en baver. Mais sans en baver, il y a une réalité. Ouais. Là. On l'a vu ici, là, avec Denis Lebel, pendant qu'il était ministre, il y a eu plus d'argent qui sont investis dans le comté Roberval qui sont investis dans les comtés qui n'étaient pas conservateurs. Statistiquement, c'est documenté. Ça, c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'il y a des régions qui pourraient payer le prix de ça? Comme par exemple, j'imagine que dans les maritimes, on n'a pas le choix d'avoir quelques ministres qui vont venir des maritimes. Là, oui, bien là,
avec la majorité qui ont donné là. Si elle met de côté, ça ne marche pas. Ouais, c'est ça. Puis d'ailleurs, de toute façon, il va falloir qu'il y ait le pigé dans les gens qui ont été élus. Là. Oui, c'est ça. Et il y en a quand même une trentaine qui reviennent de là. Il va falloir qu'il y ait... Mais... on dirait que tu as de la misère. Oui, j'ai de la misère avec ça. C'est correct. Parce que tu sais, je pense que Justin Trudeau a déclaré, quand il a commencé, « Je veux être le premier ministre de tous les Canadiens ». Et quand tu fais cette affirmation-là, il faut aussi que, comme on dit, que les babines suivent... les bottines suivent les babines. Oui, c'est ça. Il faut que tu ailles dans ce sens-là. Et quand tu dis « Ah, écoute, là, l'Ouest, là, il m'avait encore boudé, là, elle vous donne rien », tu peux pas dire ça. Tu peux pas pénaliser de cette façon-là. Il va falloir... Comme on disait tout à l'heure, dans la région, on a un député sur les toits. On va-tu en faire un ministre? Je pense qu'il faut qu'il y ait, oui, une responsabilité qui soit donnée, sans que ce soit peut-être nécessairement un ministre, mais c'est dans ce sens-là. Mais tu as l'air surpris de ce que je te dis, mais on l'a vu, là, des régions qui n'ont pas voté du bon bord, historiquement, il n'y a pas si longtemps, puis tu vois que les entrées d'argent ou les projets ne sont pas nécessairement faits en fonction de ces gens-là. Là. Moi, à ce moment-là, je pense que le jugement, lors de l'élection, doit être assez sévère. Oui. Hein? Écoute, là, tu dis parce que je votais pour toi et puis que tu n'étais pas sur le bon bord, là, on nous a pénalisés pour le... Ben moi, je ne sais pas, là, mais comme électeur, je ne peux pas accepter ça, d'être bafoué par rapport à un ensemble de règles qui se doivent d'être égalitaires et équitables pour tout le monde. Oui, mais tu sais très bien qu'on a fait les politiques environnementales et économiques en fonction de l'exploitation du pétrole dans l'Ouest, parce que l'Ouest va être conservateur. Tu sais, je veux dire... Oui, ou encore peut-être parce que l'establishment du pétrole a pris le contrôle de l'appareil. Oui, mais c'est ça. Ouais. Là. C'est ça, là, moi, là, que est-ce qu'on leur ouvre la porte aussi, là? Bien, on leur facilite l'entrée. Mais c'est peut-être plus ça que des intérêts que pour des régions ou les populations de ces régions-là. En tout cas, je te dis pas que... Il ne faut pas avoir les yeux fermés non plus. Non. Il faut voir ce que tu dis. Il y a quand même, comme tu me dis, c'est prouvé... Non, mais statistiquement, on est capable de... C'est très bien documenté, là. Un député au pouvoir ramène plus d'argent dans son comté qu'un député qui est dans l'opposition. Ça, c'est statistique. OK, je fais le tour un peu pour les élections parce qu'il me reste à peu près 7-8 minutes, puis je voudrais qu'on parle de quelque chose. Pneus d'hiver, on en a parlé. Mettez vos pneus d'hiver, là. Attendez pas là, de prendre un accident. Déjà, c'est commencé. Conseil d'administration du CIUS, là, on change complètement. On est dans le local. J'aimerais ça que tu m'expliques c'est quoi cet enjeu-là, puis qu'est-ce qui s'est passé, puis où est-ce qu'on s'en va avec ça? Parce qu'on sait que le CIUS, c'est le rassemblement, donc il va juste avoir une structure au niveau de la santé dans la région, qui est le CIUS. On a nommé un CA qui a été nommé, non pas élu, et il n'y avait aucun représentant de la MRC Maria-Chapdelaine. Et là, en fait, il n'y avait aucun représentant qui originait de l'ancienne administration du C3S, parce qu'il y a quelqu'un qui a été nommé sur le conseil d'administration du CIUS, qui demeure à Normandin, mais il n'a pas été élu, pas été nommé, comme étant un représentant du CIUS, pas du CIUS, mais du C3S Maria-Chapdelaine. Okay. Il a été nommé comme représentant de protection de la jeunesse, parce que c'est un intervenant au niveau, entre autres, de l'Institut Lachenay de Roberval, et on l'a nommé comme étant à ce niveau-là. Et là, ce que le maire de Dolbeau-Mistassini, Richard Hébert, a fait valoir au départ, c'est, écoutez, on n'a pas personne pour prendre les intérêts ou être une courroie de transmission entre les décisions qui sont prises à une table dite régionale. Mais on n'est pas représenté. Et là, on n'est pas. Mais c'était une part qu'on avait quand on a vu la création des Exactement. Et moi, j'avais aussi émis l'idée que c'est beau de faire ce regroupement-là, cette concentration-là. OK, fort probablement qu'on sauve une coupe de cadres. Par contre,
ce que ça fait en sorte, c'est qu'est-ce qui va arriver sur le maintien des services de proximité? Oui, faut-il avoir peur pour l'hôpital de Dolbeau? Ben, sans nécessairement avoir peur, il faut avoir peur que certaines pratiques ou certains exercices de la médecine puissent se faire dans d'autres secteurs de la région. Je vais vous donner un exemple. Oui. Cet été, on a parlé, nous, à un moment donné, d'une prise de sang de quelqu'un qui devait faire une prise de sang pour une opération qu'elle devait avoir à Chicoutimi. Et elle est partie du secteur d'ici. On lui a fait monter le matin pour aller prendre une prise de sang puis revenir chez elle dans la même journée. Ce qui est normal parce qu'elle a perdu sa journée. Ouais. La prise de sang, là, tu l'as, le service? Oui. Elle aurait pu se rendre à Dolbeau, à l'hôpital. Ouais. OK? Ben, on a posé la question, on nous a répondu toutes sortes de choses. OK? Ben, moi, là, ça, c'est le genre de service qui existe actuellement. Et parce que, oui, tu as centralisé certains types d'opérations dans certaines voies, bien là, tu l'as pu ici. Puis que tu t'en vas être obligé d'aller le passer. Là, tu n'as plus de service de proximité. Et ça, moi, je pense que c'était un des dangers qui nous guettaient. Et il faut être à l'affût de cette chose-là. Et la meilleure façon d'être à l'affût, regarde, on a un dossier, il faut tout refaire, le bloc opératoire. Ouais. OK? Il va se passer quoi, là, avec le bloc opératoire? Là, tu n'as même pas personne qui peut défendre le projet au sein du conseil d'administration. Je ne te dis pas qu'il n'y aura pas que les fonctionnaires qui sont ici au niveau de la direction vont défendre leur budget auprès de l'appareil administratif, c'est évident. Mais l'appareil décisionnel, là, il n'y a pas personne qui va vouloir le piloter. Pourquoi on a nommé personne de Mme Chapdelaine? Aucune idée. Même pas une petite idée. Puis, là, Richard, c'est dommage, c'est très dommage. Puis là, Richard Habert a fait un peu, il est sorti dans les médias. Oui. Ça semble avoir fonctionné. Il avait l'air d'avoir une ouverture du côté du premier ministre. Bien, en fait, pas nécessairement du ministre de la Santé. Oui, maintenant là, et je sais qu'il y a une proposition sur la table actuellement qui est actuellement en discussion au moment où on se parle, par les élus de Dolbeau-Mistassini et qui devraient savoir qu'est-ce que le premier ministre suggère. Est-ce que c'est un représentant avec droit de vote? Est-ce que c'est un observateur? On ne sait pas. Okay. On va savoir ça. Et est-ce que ça va être satisfaisant que d'avoir juste un observateur? Je ne sais pas. Alors, c'est là qu'on en est. Mais je pense qu'il est primordial pour l'ensemble des soins de santé qui sont dans notre MRC d'avoir quelqu'un qui siège sur le conseil d'administration afin, de faire transmettre et les informations et d'amener aussi les préoccupations de la population. De mettre à l'avant les dossiers. C'est ça. Il y a une petite dernière chose que je veux te parler, parce que je veux voir ton opinion. Je ne sais pas si tu as vu ce qui s'est passé au National Post, l'émission de Andrew Coyne, qui était éditorialiste là-bas, et lui, il a fait des éditoriaux, et le National Post, qui est historiquement conservateur, a dit « on est mal à l'aise avec tes éditoriaux qui remettent en question la gouvernance conservatrice ». Et ils sont un peu chicanés, puis il a décidé de démissionner parce qu'il sentait qu'il n'y avait pas les coups des franges pour faire du vrai journalisme, d'exprimer pourquoi il était payé, donc de faire des chroniques où il regarde la réalité puis il la décrit. Puis moi, ça me fait poser la question, les journaux ont-ils le droit? Parce que un journal, normalement, c'est supposé t'informer de manière neutre. Oui, tu vas avoir des éditorialistes, des chroniqueurs qui vont émettre des opinions. Qu'est-ce que tu en penses de cette situation-là? Est-ce que je te mets dans l'embarras en parlant de ça? Non. Je vais avoir ton opinion en tant que journaliste. On est au Canada et au Québec, on s'est donné une pratique journalistique basée sur une forme d'objectivité ou de neutralité, parce que l'objectivité, il faut faire. Ça ne veut pas dire que le rôle éditorial repose sur la neutralité. Il n'y a rien de plus plate à dire qu'un éditorial neutre. Non, c'est ça. Donc, oui, tu as une émission d'idéologie, voire même à l'intérieur. Ça, si tu es éditorialiste et tu es embauché par des propriétaires qui sont à caractère conservateur, fort probablement qu'ils vont exiger que tu aies une note conservatrice, mais ça fait partie des opinions. C'est normal. Moi, je pense que oui. Okay. Quand tu es en France, OK? Là, tu n'as même pas plus le choix. Là. En France, tu es
socialiste, tu vas travailler dans un média à caractère socialiste qui va traiter l'information sous l'angle de l'idéologie socialiste. Mais le contraire, ne serait pas plus sain en tant que société d'avoir pour des lecteurs conservateurs peut-être un éditorial plus, je sais pas, moins social-démocrate pour permettre de brasser des idées? Parce que c'est en discutant qu'on fait avancer les idées. Je pense qu'en temps, en opposition. Moi, je dis toujours à mes étudiants, si vous voulez être plus brillant, informez-vous dans plusieurs médias parce que c'est là où tu es capable de comprendre, parce que tu vois plusieurs... D'avoir avec les opinions émises. OK? Sur les opinions émises, je suis d'accord. Mais si on a eu une expérience, nous, de presse un peu plus soutenue, qui était avec le journal Le Jour dans les années 70, OK? Qui était un journal qui était orienté sur la souveraineté du Québec, l'indépendance du Québec, et pas fait long feu. Parce que... Bien, merci, Jules, de ta participation. Merci à vous d'avoir été là. Je vous relance ma question. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Il y a des résultats électoraux de ce qu'on a parlé. Vous avez des questions, des commentaires, des suggestions? Écrivez-nous, tvldm9@videotron.ca et suivez nos émissions. Ils sont tous sur Facebook. Vous allez sur Facebook, vous allez aimer notre page TVLDM9 et puis vous allez avoir accès à toute cette information-là. Merci d'avoir été des nôtres. Merci, M. Simard. À la prochaine. À la prochaine. Bonne semaine. Au revoir. Aujourd'hui, ça ne tente pas de vous parler de cancer et d'autres maladies que la cigarette peut vous causer. À la place, on va vous donner une idée de ce que ça peut laisser dans votre corps. La pompe est neuve, les tuyaux et les sacs aussi, il n'y a pas de poussière, pas de saleté, pas de bébite. Yark, dégueu. C'est pas le résultat d'un paquet, là. C'est après une seule cigarette. Je suis tellement contente parce que, grâce à la loi sur l'équité salariale, c'est comme si ma mère avait récupéré 10 ans de sa vie au travail. Avec la loi sur l'équité salariale, vous pourriez obtenir un ajustement salarial rétroactif jusqu'à 2001. Vérifiez si vous y avez droit.